Bienvenue sur C'est maintenant. Ça va pas aller, arrête. C'est mort. Bienvenue sur C'est maintenant. Bienvenue sur C'est maintenant. Bienvenue sur C'est maintenant. Alors, on commence. Bonjour et bienvenue dans le podcast C'est maintenant. Je suis Jacqueline. Et je suis Jean-Marc. Chaque mercredi et chaque dimanche, nous vous partageons avec authenticité, simplicité et bonne humeur les questions, les réflexions personnelles et les outils concrets qui, selon nous, permettent de mieux vivre les phases de transition personnelle et professionnelle. Chaque épisode est une invitation à reconnecter avec ce qui est essentiel pour vous et à laisser les plus belles parts de vous s'exprimer librement. Et si cela vous plaît, nous vous invitons à partager les épisodes avec vos amis et vos proches qui en auraient besoin. Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, offrir une note ou un commentaire nous aide aussi grandement à faire connaître cette émission et ça nous encourage à continuer. Et vous pouvez bien sûr nous poser toutes vos questions dans un formulaire confidentiel sur jeanmarcterrel.com/podcast. Bienvenue dans cet épisode 15. On est toujours sur le grand sujet des fondations de la confiance en soi, avec l'idée d'apprendre à se traiter avec bienveillance, à se pardonner ses erreurs, ses imperfections. Et aujourd'hui, on va un peu voyager autour des stratégies pour dépasser la tendance à se comparer aux autres et se concentrer sur son propre parcours avec compassion, avec joie, avec fierté. Tout un programme. Tout un programme. Et franchement, aujourd'hui, pour moi, c'était difficile de choisir la citation du jour. C'est pas toujours le cas, mais aujourd'hui, je les aurais pris toutes les trois. Alors voilà, il faut faire un choix parce que on a décidé qu'on en prenait une. Et donc, celle que je choisis du coup aujourd'hui, c'est « Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement ». C'est une citation de Eleanor Roosevelt. T'en dis quoi ? Oui, alors moi c'est pas forcément celle que j'aurais choisie. J'étais sûre. C'est pas forcément celle que j'aurais choisi choisie, mais on va rester sur celle-là, c'est très bien. Allez. Moi j'aurais pris la première en fait. Vas-y, dis-nous. La seule personne à qui vous devriez vous comparer, c'est vous-même, et seulement dans le but de voir à quel point vous avez grandi. Citation anonyme, mais gardons celle d'Eleanor Roosevelt. Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Le sentiment d'infériorité, c'est un sentiment qui peut être très présent dans nos vies et la tendance à se comparer aux autres est une tendance assez, je dirais, assez fréquente, pour ne pas dire naturelle. J'ai l'impression que dans la façon dont le monde nous éduque, la comparaison est instituée finalement comme un mode qui détermine notre valeur. Et ce que je veux dire par là, c'est que assez rapidement, dans le système éducatif scolaire tel qu'il est généralement proposé, il y a dès l'enfance cette j'allais dire nécessité, c'est pas vraiment une nécessité, mais en tout cas ce biais qui est choisi de sanctionner nos apprentissages par le mode de la note. Alors, dans les petites sections, c'est pas toujours le cas. Parfois, c'est plutôt des couleurs qui vont être proposées, ou il va y avoir d'autres systèmes d'évaluation qui vont être proposés.
Et voilà, je ne suis pas éducateur, je ne suis pas instituteur, je ne suis pas professeur. Et j'imagine que si certains d'entre vous nous écoutent, qui agissaient dans ces métiers-là, c'est une vraie question finalement de savoir comment valider par rapport à un parcours qui a été fixé, comment valider le fait que un enfant a acquis un certain nombre de compétences. Alors il y a les compétences sociales, bien sûr. Moi je me souviens que mes enfants tout petits étaient aussi évalués sur leurs compétences sociales, la politesse, le fait d'aider les camarades, le fait d'intervenir pendant les cours, etc. Il y a même eu une période où je me souviens dans l'école primaire dans laquelle étaient mes enfants, il y avait un système de gestion des conflits qui avait été établi entre les enfants et qui permettait à certains d'entre eux d'être des médiateurs. C'est-à-dire que quand il y avait un problème à l'intérieur de la cour d'école, les enfants devaient régler ça entre eux et si vraiment le problème n'était pas résolu, alors ils pouvaient s'adresser au maître ou à la maîtresse présente. Mais pour revenir au sujet, j'ai l'impression très vite, en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans le parcours scolaire, que nous avons tendance finalement à nous comparer aux autres. Toi, tu as eu une bonne note en maths, moi j'ai pas eu une bonne note en maths, moi j'ai eu une bonne note en lettres, toi t'as pas eu une bonne note en lettres, toi tu as eu une bonne note en géographie, moi j'ai pas eu une bonne note en géographie, etc. Et donc assez rapidement finalement dans notre vie, nous allons apprendre à nous comparer aux autres dans la classe. La classe qui est le premier lieu de socialisation en dehors de la famille que nous allons rencontrer sur notre parcours. Et donc ça va durer, ce mode d'évaluation va durer depuis l'école primaire et puis ensuite au collège et puis après au lycée ou pendant la maturité et ensuite pendant les études. Et puis après, tout au long de la vie, c'est un peu la même chose en fait qui va se passer. Parce que nous avons acquis en fait cette façon d'envisager notre valeur en fonction de notre faire, plus qu'en fonction de notre être, eh bien nous allons nous retrouver très fréquemment à trouver que quelqu'un est plus brillant que nous dans tel ou tel domaine. Et d'ailleurs, le mot brillant est intéressant. Le mot brillant renvoie à l'idée de lumière, à quelque chose de solaire. Et on va dire que voilà, quelqu'un a brillamment réussi ses études. Ou alors que quelqu'un n'a pas brillamment réussi ses études. Donc ensuite au travail, ça va être la même chose. On va se retrouver dans un poste, on va peut-être être évalué par un manager, avec l'entretien d'évaluation annuel, etc., sur les réalisations qui ont été accomplies au cours de l'année, sur comment on se sent dans l'équipe, dans l'entreprise. Et finalement, tout ça va nous amener assez naturellement à vivre dans un monde qui est un monde de comparaison. Et la comparaison, elle peut nous faire nous sentir inférieurs. Si j'ai pas des bonnes notes à l'école, je peux me sentir inférieur par rapport à mes autres camarades. Et il y a toute une chape de plomb, finalement, qui va petit à petit se poser sur les petites épaules de nos petits-enfants et qui va amener, finalement, l'enfant à se sentir inférieur, finalement, à ses camarades. Et donc j'aime bien, dans cette citation d'Eleanor Roosevelt, l'idée que personne ne peut nous faire sentir inférieur sans notre consentement. Le consentement, alors c'est un sujet dont on parle beaucoup, en particulier au niveau sexuel, mais il y a un consentement émotionnel également. Et je crois que c'est une compétence qui n'est pas suffisamment enseignée, de savoir que la vie des uns n'est pas la vie des autres. Et je pourrais faire un jeu de mots avec ça, la vie A-V-I-S, la vie des uns n'est pas la vie des autres, mais on pourrait aussi dire que la vie, V-I-E, des uns n'est pas non plus la vie des autres. Et donc ça va nous poser la question de savoir finalement sur quoi est fondée notre valeur. Et voilà, j'ai tendance à penser, on aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus loin dans ce podcast,
que les 3 verbes clés de notre existence sont le verbe être, le verbe avoir et le verbe faire. Finalement, une grande partie de notre vie et de notre construction sociale en tant qu'espèce s'évalue autour de qu'est-ce que tu as fait. Hein, quand on rencontre quelqu'un, généralement dans la vie, on lui dit qu'est-ce que tu fais. Et si on a affaire à quelqu'un qui est éboueur ou à quelqu'un qui est chirurgien, eh bien, il pourrait y avoir inconsciemment une forme de jugement en fait qui s'installe entre quelqu'un qui a réussi et quelqu'un qui n'a pas réussi au travers de ce qu'il fait. Or, ce que nous faisons ne détermine pas notre valeur, mais dans le ressenti qui peut être présent, on peut se sentir inférieur parce qu'on fait quelque chose de moins prestigieux ou de moins utile ou de moins brillant que quelqu'un d'autre. Donc cette idée du consentement, je pense qu'elle est vraiment à creuser et qu'elle nécessite d'avoir construit, bâti au cours de sa vie une estime de soi forte, une estime de soi solide. Et l'estime de soi, c'est comment est-ce que j'évalue ma propre valeur. Hein. Et cette évaluation, elle est faite de 1001 choses, mais elle est bien sûr colorée, connotée, influencée par la culture dans laquelle j'ai grandi, par l'éducation que j'ai reçue de la part de mes parents et puis de mes autres éducateurs, par exemple dans le domaine de la scolarité. Elle est influencée par la façon dont j'ai interprété les réalisations qui ont été les miennes depuis que je suis enfant. Si j'estime que ça a plus de valeur, je sais pas, de vivre dans une famille qui voyage 4 à 5 fois par an et qu'à 14 ans ou à 15 ans, j'ai une copine ou un copain qui a déjà vu 12 pays alors que moi je suis jamais sorti de la ville dans laquelle je suis, je vais forcément avoir tendance à me comparer en fait d'une certaine façon. Et au-delà de ces aspects-là, il peut y avoir aussi tous les aspects qu'on connaît bien qui sont liés au physique. Je suis trop grand, je suis trop petit, je suis trop fort, je suis pas assez fort, j'ai les yeux bleus, j'ai les yeux noirs, j'ai les cheveux longs, j'ai les cheveux courts, j'ai les cheveux frisés, j'ai les cheveux lisses, etc. Donc la comparaison fait vraiment partie de notre mode de fonctionnement. Et c'est un mode de fonctionnement qui est ancré dans notre manière de percevoir le monde. On dit qu'on a parfois tendance à percevoir le monde en blanc ou en noir, et pourtant il y a au moins 50 nuances de gris. Mais voilà, c'est quelque chose qui est là et qui est présent. Donc voilà ce que m'inspire là comme ça en première analyse cette situation d'Eleanor Roosevelt avec une grande question. Ok, personne ne peut me faire sentir inférieur sans mon consentement, mais alors comment je fais finalement pour installer le consentement dans ma vie, accepter l'évaluation de quelqu'un d'autre sans me sentir touché dans mon être. Je pense que c'est vraiment un sacré défi. Ouais, je crois que c'est précisément pour ça que j'ai aimé cette citation. Ouais. Je la trouve extrêmement challengeante et elle réveille en moi quelque chose de guerrier comme ça. Je me dis, je crois que vraiment je l'aime pour ça parce qu'elle me percute dans le sens que elle me remet à ma propre responsabilité, en fait, à quelque part. Puis je me dis que ça vient me chercher et ça me challenge, effectivement. Dans Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement, la première chose qui me venait, c'est en fait à qui je donne l'occasion, le pouvoir, la possibilité de dire des choses qui me blessent, qui me touchent, qui me cassent dans mon estime de moi. C'est la première question qui m'est venue en fait. Et je réalise que dans le milieu scolaire, j'ai donné la permission à des camarades, mais surtout à des professeurs, de casser des bouts d'estime de moi. Parce qu'ils évaluaient des choses de l'ordre du faire et de la compétence, et pas des choses de l'ordre de l'être. Et je pense que j'ai assez vite été confrontée à ça. Me revient en mémoire, mais des années plus tard, parce que je devais avoir 30... c'est l'année où ma cadette est née, donc 35 ans. C'était à cette période que je me formais en approche systémique. Et on avait un prof belge qui était un prof incroyable, qui travaillait en prison d'ailleurs, en grande partie avec des prisonniers.
Et qui m'a dit un jour quelque chose, il m'a dit, mais en fait, il y a toujours deux façons de s'évaluer. Il y a toujours deux notes. Donc, il y a la note que l'école ou l'institution ou, enfin, bon, voilà, il y a, on va dire, il y a l'extérieur qui va donner une note sur des critères de compétences, blablabla, tout ça. Et puis, il disait, il y a la note que vous allez vous donner vous-même, en fait, sur qu'est-ce que vous avez mis en place pour aboutir à ce travail de la meilleure façon qui soit, ou en tout cas de la façon qui est là pour vous à ce moment-là. Et moi, ça m'avait percuté. Il me disait, il y a la note que l'école va vous donner, admettons sur 10, elle va vous donner un 5. Mais vous, si vous vous posez la question de qu'est-ce que vous avez mis en place, comment vous vous êtes donné les moyens d'arriver à ce à quoi vous êtes arrivé, vous donnerez, vous, quelle note ? Et donc, il disait, l'école vous donne un 5 et vous, peut-être, vous allez vous donner un 8 ou un 9 parce que vous avez passé du temps, parce que vous avez investi, parce que vous y avez mis de l'énergie. Et donc, un 5 plus un 9, ça fait un 14. Et après, vous redivisez ça en deux, ça fait un 7. Et ça fait plus que le 5 que le prof avait donné. Et j'ai trouvé ça, ça m'a tellement marqué qu'après, avec mes enfants à la maison, en tout cas, on a toujours refait cet exercice. Ok, en fait, Eline, là, tu as reçu un 4 de l'école. Est-ce que vraiment, toi, tu te donnerais un 4 sur 10 ? Ou tu sais quoi, la note que tu te donnerais ? Ah non, maman, moi, je me donne quand même en tout cas un 7. Ok, alors un 7 plus 4, ça fait 11 et tu redivises. C'est ça la vraie note, en fait, à quelque part. C'est à la fois la combinaison d'un extérieur qui évalue, et on a grandi là-dedans, c'est ok, même si je suis pas pour le système d'évaluation actuel. Mais il y a aussi comment apprendre aux enfants dès le début à se dire, ok, et toi, tu t'évalues comment, en fait, dans le travail que tu as fourni, indépendamment de la note qui va sortir après. Et j'ai toujours trouvé ça incroyable. Et parfois, et souvent, et quasiment tout le temps, j'ai remarqué que moi, tout comme mes filles, on s'est beaucoup sous-évalué. C'est-à-dire que, ok, alors toi, tu te donnes quelle note ? Je me donne, c'est compliqué de se donner un 10 ou de se donner un 9. On est plutôt à la baisse, en fait. Mais même en étant à la baisse, en fait, ça remonte en général le niveau. Puis, ça permet de prendre de la distance. De dire, ok, en fait, l'extérieur, c'est qu'une partie de la note, c'est qu'une partie du travail, c'est qu'une partie, en fait, de ce qui est là pour toi. Mais c'est pas la totalité. Et dans la construction de l'estime de soi, et moi j'ai la croyance que l'estime de soi, elle monte et elle descend, ou elle navigue en tout cas tout au long de notre vie. Et c'est pas parce qu'à un moment donné, on a une mauvaise estime de soi qu'elle va perdurer toute sa vie. Ce prof-là, il a fait la différence. En tout cas, en lien avec les évaluations et les notes, il a vraiment fait la différence à 35 ans de ma perception de me dire « Ah ouais, en fait, il n'y a pas que à l'extérieur que je donne le pouvoir de m'évaluer. Il y a aussi comment moi, je vais m'évaluer de l'intérieur. » Et puis, reprendre, c'est pour ça que je disais, ça me fait reprendre mon pouvoir personnel, ça me fait reprendre ma propre responsabilité. Et je me souviens qu'un jour, toujours dans la systémique, je devais arriver à un examen. Il m'était arrivé toutes sortes de choses. Vraiment toutes sortes de choses un peu loufoques. D'ailleurs, mon chien avait grignoté tout mon bloc-notes sur lequel j'avais écrit tout mon travail. Mais vraiment grignoté, il était tout petit à l'époque. J'avais dû tout recommencer. J'avais du coup imaginé recommencer sur l'ordinateur parce que je m'étais dit, ok, sur l'ordinateur, il ne m'arrivera rien. Résultat des courses, en fait, ça fait cambrioler et l'ordinateur est parti. Donc, je suis arrivée à mon examen vraiment au bout de toutes ces mésaventures et je savais à l'intérieur que ma note, même avant de passer l'examen, ma note, je me l'étais donnée. Et après, il y a eu la présentation, l'examen et donc j'avais même anticipé. J'avais dit aux deux profs qui étaient là, avant que vous me donniez le résultat, en fait, je vais vous expliquer par quoi je suis passée. Et vous rappelez que le prof de systémique que vous connaissez aussi, il m'a fait prendre conscience qu'il y avait deux notes. Et en fait, on était raccord. Elle m'avait donné la note que je m'étais donnée. Et j'étais là, j'ai célébré. Et pourtant, la note, elle était raclette. Vraiment, il n'y avait rien d'exceptionnel. Elle était raclette. Mais on avait célébré, moi et les profs, en fait, qu'on était raccord et que ça donnait une perception de la vraie réalité. Et tu vois, c'était une note qui n'était pas extrêmement bonne, mais je l'ai célébrée comme si elle était à 10, quoi. Je te jure. Et les profs, elles étaient scotchées, elles ont célébré avec moi comme si on était à 10. Donc c'était vraiment une vraie...
un vrai, comment dire, c'est un vrai espace de liberté. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu viens de partager et ça renvoie un petit peu à des éléments que j'évoquais au départ sur finalement dans le monde dans lequel je vis, tu vis, nous vivons, il y a une pression sociale importante. Une pression sociale importante qui existe autour de la comparaison. Et c'est vrai que ce système de l'évaluation, de la note, qu'on va trouver sous différents formats dans beaucoup de domaines en fait de notre vie, va vraiment produire un sentiment qui peut être un sentiment d'infériorité quand on n'a pas cette gymnastique qui est celle que tu viens de nous partager. Et c'est d'autant plus présent finalement que j'ai l'impression que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est beaucoup fondé sur l'image, sur le paraître finalement. Le paraître, c'est l'aspect, je dirais, visible, superficiel des choses. C'est ce qu'on donne à voir au monde, mais qui n'est pas forcément qui on est. Et les réseaux sociaux en sont le plus bel exemple. Même si les choses changent avec le temps et que on peut trouver dans différents domaines des influenceurs qui ne partagent pas que les beaux moments et les bons aspects de la vie, parce qu'il y a cette conscience que finalement tout n'est pas instagrammable, pour reprendre un adjectif très en vogue aujourd'hui, ou très à la mode, dans lequel finalement tout ce qu'on montre au monde, c'est le beau temps, les belles fringues, les bons moments, etc. Mais la vie n'est pas faite que de ça. La vie, elle est faite aussi de moments sombres, elle est faite de moments bas, elle est faite de mauvais temps, elle est faite de toutes ces choses-là. Et quand on passe par une période de transition dans sa vie, les périodes de transition sont aussi souvent des périodes de bilan. C'est-à-dire on fait finalement un bilan de ce qui a été vécu jusqu'au moment où la transition s'installe, quel que soit le type de transition. Une transition de vie, une transition de poste, une transition dans son couple, une transition dans le fait qu'on accueille un enfant à la maison, une transition dans le fait que les enfants partent, une transition de lieu de vie. Enfin, il y a toutes sortes de transitions qui existent. Une transition entre la vie active et la vie, je sais pas comment on pourrait dire, la vie à la retraite. Il y a toutes sortes finalement de situations qui peuvent nous amener dans ces périodes de bilan et se dire, ok, voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai 30 ans, et voilà ce que j'ai accompli par rapport à. Moi, aujourd'hui, j'ai 40 ans, 50 ans, voilà ce que j'ai accompli dans ma vie, ce que j'ai réalisé dans ma vie par rapport à. Et c'est vrai que si on reste uniquement sur le mode du faire, et qu'on ne regarde que le côté bling-bling, que le côté paraître finalement que nous servent les écrans, les télévisions, les réseaux sociaux, les affiches 4x3 dans les villes, il peut y avoir ce sentiment d'infériorité en fait qui est là et qui s'installe. Donc c'est un problème dont il faut être, je pense, conscient au fur et à mesure qu'on prend de l'âge pour apprendre à prendre le recul dont tu parlais, à voir la situation peut-être dans son ensemble et à intégrer dans l'estime que nous avons de nous-mêmes d'autres aspects que les aspects qui sont de l'ordre de l'avoir, qu'est-ce que j'ai acquis finalement jusqu'à un moment M dans ma vie, qui sont de l'ordre du F, qu'est-ce que j'ai fait, du faire, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie jusqu'ici, pour revenir à quelque chose de très essentiel qui est finalement quelle personne je suis devenu, ou quelle personne je suis en train de devenir, qui suis-je, c'est finalement la grande question de la vie, qui suis-je, à quoi ma vie a-t-elle servi. Et je suis convaincu, il y a un livre qui a été écrit par une américaine là-dessus sur les regrets que la plupart des gens ont à la toute fin de leur vie. Une personne qui faisait de l'accompagnement de fin de vie qui a écrit un livre dont je ne me souviens pas le titre là maintenant. Et on voit finalement dans ce témoignage que cet auteur donne, cette autrice donne, que les choses qui sont de l'ordre du faire finalement sont assez accessoires. Et que les grandes questions de la fin, c'est qui j'ai été pour mon conjoint, qui j'ai été pour mes enfants. Ce sont des choses qui sont finalement d'une immense simplicité, j'allais dire, et en même temps d'une immense complexité en fait à vivre. Et on peut passer toute sa vie à faire des tas de choses, faire, sans jamais être vraiment la personne qu'on voulait être ou qu'on veut être au fond de soi. Il y a une espèce d'incongruence, d'incohérence en fait qui s'installe. Donc c'est important en fait de prendre conscience que
dans le facteur estime de soi, estime de moi, tracer ma route, aller vers ce qui compte pour moi, n'est pas constitué que de choses que j'ai faites ou que de choses que je vais faire, que de choses que j'ai eues ou que de choses que j'aurai, mais aussi de qui j'ai été jusqu'à maintenant et de qui j'ai envie de devenir. Mhm. Ouais, en effet. Mais je me dis, je m'imaginais traçant ma route. Puis je me disais, tiens, si je me visualise traçant ma route, en fait, ben, je suis sur une route et il n'y a pas de... Il n'y a que moi, en fait. Il n'y a que moi et mon petit baluchon. Mmh. Et je trouve que ça illustre bien le fait qu'il n'y a pas tellement tout ce que j'ai fait. Il n'y a tellement pas non plus tout ce que j'ai eu. Parce que ma valise, elle serait beaucoup trop grosse, beaucoup trop lourde, t'imagines. Et en fait, il n'y a que ce que je suis. Moi, avec mon petit sac de baluchon de ma vie pour tracer ma route. À l'instant T. Je me souviens, il y a quelques années de ça, j'étais en train de me balader dans l'Hérault. J'habitais près du lac du Salagou et j'étais en grand questionnement sur, autour de la question quel est le sens de ma vie, finalement. Et je pars sur les chemins de campagne au bord du lac du Salagou et je me retrouve sur un de ces chemins au milieu des garrigues. Il y a personne que moi sur le chemin. Et j'avance sur le chemin, je marche, il y a les senteurs des genêts qui sont là, les senteurs liées aux herbes qui sont là à proximité, les insectes qui volent un petit peu partout dans tous les coins, la chaleur du soleil, et je suis posé sur le chemin dans ce grand questionnement qui est quel est le sens de ma vie aujourd'hui ? Y a-t-il un sens ? Et s'il y a un sens, suis-je dans le bon sens ? Tu vois, la question du bon sens. Suis-je dans le bon sens ? Et puis j'arrive au sommet d'une petite côte, vraiment imprégnée de ces réflexions, hein, dans une marche méditative, et je vois quelqu'un qui arrive en face de moi, dans le sens inverse. Et à ce moment-là, c'est comme si la pièce tombe à l'intérieur de moi, et je me dis, mais il n'y a pas de bon sens. Est-ce que c'est moi qui suis dans le bon sens, ou est-ce que c'est la personne qui vient en sens inverse, en face de moi, qui est dans le bon sens ? Aucun d'entre nous n'est dans le bon sens. Chacun d'entre nous est dans le sens qu'il a choisi. Et donc le sens de ma vie, c'est le sens que je lui donne. Et c'est le sens que je lui donne à l'instant T. Qui suis-je à cet instant précis ? Et 10 pas plus loin dans ma vie, je suis peut-être quelqu'un d'un petit peu différent de la personne que j'étais 10 pas avant dans ma vie. Et ça a été pour moi une prise de conscience vraiment intéressante qui m'a fait réaliser que ben voilà, le doute il existe. Tu disais tout à l'heure quelque chose, tu disais ben voilà, tu as la croyance que l'estime de soi c'est quelque chose qui fluctue finalement au cours de la vie. Et oui, c'est quelque chose qui fluctue. L'estime que j'ai aujourd'hui de moi, elle n'est pas parfaite, elle est fluctuante. Il m'arrive de me comparer dans ma vie. Mon estime elle est sans doute un peu meilleure que celle que j'avais quand j'étais ado. Mais il m'arrive encore aujourd'hui, à 53 ans, à l'heure où on tourne ce podcast, de me comparer aux autres. Et je sais que quand le doute s'installe sur est-ce que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant a vraiment de la valeur ? Est-ce que ma vie est vraiment utile ? Est-ce que les accomplissements que j'ai réalisés jusqu'à aujourd'hui auraient pu être différents ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux ? Qui aurais-je pu être de différent ? Parce que sur le chemin, sur ce même chemin de randonnée, il y a plein d'intersections. Et en fait, tu choisis à un moment dans la vie de prendre une intersection plutôt qu'une autre, et l'histoire, elle est complètement différente. Il y a un choix, il y a des choix qui sont faits à un moment donné. Ma vie, elle aurait pu être 10 000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois différente de celle que j'ai aujourd'hui, si j'avais fait des choix différents. Y a-t-il quelque chose à regretter dans tout ça, ou pas ? J'ai tendance à penser que non, parce que j'ai cette croyance que, au moment où j'ai fait le choix de prendre à gauche plutôt qu'à droite, c'était le meilleur choix possible en fonction des éléments dont je disposais, de ce que je ressentais à ce moment-là. Donc voilà, c'est ce qui fait que mon chemin il est unique, que personne ne peut marcher exactement sur le chemin au même endroit que moi. Quelqu'un peut marcher à côté de moi sur le chemin, mais personne ne peut marcher mon pas. C'est mon pas, c'est mon chemin. Et ce chemin, il est parfaitement unique. Et quand je commence à percevoir les choses de cette façon-là, plutôt que de me laisser, j'allais dire, éroder
par le doute qui s'installe au sujet de est-ce que je suis une bonne personne, est-ce que ce que j'ai fait dans ma vie a de la valeur, est-ce que si j'avais fait des études de ceci ou de cela, les choses seraient différentes, est-ce que quand j'ai renoncé à tel poste ou à telle opportunité, peut-être ma vie serait différente. Tout ça, finalement, ça sert pas à grand-chose, si ce n'est lorsque le doute est là, à focaliser finalement sur ce que je perçois qui aurait pu être différent. Mais comment serait la vie si j'avais fait d'autres choix? Ben, la vie serait juste différente de ce qu'elle est aujourd'hui, et point barre. J'ai aucune idée finalement. Donc il y a ce travail, je trouve, d'acceptation en fait des choses telles qu'elles sont. C'est mon chemin, il est unique, et la valeur qui est la mienne et l'homme que je suis encore en train de devenir, eh bien il est fait de tous ces choix que j'ai faits, les bons choix, les mauvais choix, les choix un peu entre deux, là, comme ça, sans trop savoir, les non-choix aussi, parce qu'il y a eu des moments dans ma vie où j'ai pas fait de choix et ce sont d'autres personnes qui ont choisi pour moi. Et donc, au fur et à mesure que j'avance finalement sur mon chemin, je réalise l'importance finalement d'être conscient de ce qui est important pour moi en termes de valeur, en termes d'être, en termes d'aspiration, et de marcher mon chemin en fonction de ces choix-là. Alors ça m'aide à construire un peu plus de confiance dans le fait que finalement, la vie que j'ai aujourd'hui, c'est la vie que j'ai choisie. Mmh. C'est ça. Après, je me disais que la comparaison, elle peut vraiment être aussi une distraction. En fait, chaque fois que je me compare, je me distrais moi-même. Mmh. Chaque fois que je vois chez l'autre quelque chose que j'aimerais avoir, ou que je vois dans une situation celle dans laquelle j'aimerais être, ou que, c'est comme si finalement je suis sur un chemin et que toutes les comparaisons sont des autres chemins en fait que celui sur lequel j'ai envie d'aller. Et en fait, du coup, je me retrouve là à la croisée de chemin avec 5 ou 6 chemins parce que ça peut venir me chercher comparaison physique, comparaison professionnelle, toutes sortes de comparaisons. Et c'est comme s'il y a un panneau publicitaire sur chacune de ces routes là. Et puis à chaque fois, je me dis waouh, oh yes. Mais il n'empêche que chaque fois, c'est une distraction de ce vers quoi j'ai vraiment envie d'aller. Et ce que j'aime dans la citation, c'est que à chaque fois que je me retrouve face à un panneau comme ça, qui me distrait de là où je veux vraiment aller, c'est de me poser la question en fait. Ok, alors à la photo qui est sur le panneau, je lui donne quoi comme pouvoir? Je lui donne quoi comme espace? Je lui donne quoi comme permission de venir en fait questionner ce vers quoi j'ai vraiment moi envie d'aller? Et du coup, c'est là où je dis parfois. Je donne des consentements alors que c'est pas ok en fait, et je réalise l'espace de consentement que je donne sans que ça vienne vraiment nourrir en fait mon intérieur, nourrir mes vraies aspirations, nourrir mes vrais rêves, et que je peux faire le choix à ce moment-là de dire en fait j'ai 5 possibilités de chemin là, j'ai 5 panneaux publicitaires magnifiques de promesses, de toutes sortes de choses. De paraître. Ok. De paraître, et donc, non. S'il n'y a que ces 5 possibilités-là, puis qu'il n'y en a pas d'autres, alors soit tu peux choisir de passer dans le bûchon, comme tu dis, à travers les panneaux publicitaires et de tracer ma route, avec mon bâton pour vraiment faire ma route, ou alors je me dis, ok, non, il n'y a en fait aucune de ces routes qui me fait envie, et je rebrousse chemin pour aller chercher ailleurs, et c'est ok. Ouais. Mais vraiment. Ça me fait penser à une des images que je partage régulièrement sur Facebook. Et sur cette image, on voit quelqu'un qui marche et qui se tourne à sa gauche vers quelqu'un qui est sur un vélo. Et la personne qui marche regarde la personne qui est sur le vélo et dit « Oh, quelle chance !» Et la personne qui est sur le vélo se tourne à sa gauche et voit quelqu'un qui est dans une petite voiture. Et la personne qui est sur le vélo regarde la personne dans la petite voiture. Oh, quelle chance. Et la personne qui est dans la petite voiture se tourne vers quelqu'un qui est dans une voiture de sport. Dit « Oh, quelle chance !» Et la personne qui est dans la voiture de sport se tourne vers quelqu'un qui est dans un immense camping-car de luxe. Dit « Oh, quelle chance !» Et cette personne-là se tourne vers celle qui est dans un avion à côté et dit « Oh, quelle chance !» Et finalement, ça me parle de ça, de cette comparaison en fait qui est proposée finalement... nourri par le monde, parce que derrière il y a des enjeux qui sont des enjeux finalement économiques, de se dire si j'ai choisi de marcher à pied et que c'est un choix conscient, que j'ai choisi mon chemin,
ben, ce chemin n'est pas moins bien que celui qui possède un avion, un jet privé. Si j'ai choisi de passer mes vacances chez moi pendant 10 ans, dans ma petite maison de campagne, plutôt que d'aller visiter 50 pays dans le monde chaque année, et que c'est mon choix conscient, ben c'est ok. Et dans l'un comme dans l'autre des cas, je ne dis pas que c'est mal de posséder un jet privé ou que c'est mal de visiter 50 pays par an, mais la comparaison va venir assez régulièrement dans nos vies créer un sentiment d'infériorité, et ces distractions dont tu es en train de parler, c'est-à-dire que je suis en train de marcher sur mon chemin, et tout à coup je vois quelque chose qui attire, comme tu disais, mon regard, et qui génère de l'envie en fait à l'intérieur de moi. Et cette envie, effectivement, elle peut me détourner de mes objectifs, de mes valeurs, parce que je me concentre sur ce que les autres ont obtenu, sur ce que les autres ont fait, plus que sur mes propres réalisations et l'aspect complètement unique de ma propre vie. Et dans toutes ces choses-là, on se concentre sur le parcours des autres, tout en n'ayant qu'une image extérieure et complètement incomplète en fait de ce que la personne vit en réalité. Et quand tu écoutes un peu tous ces grands top modèles et leur prise de tête autour du poids, autour de plein de choses, hein, de l'aspect, du fait de vieillir et tout. Les symboles de réussite. Tout ça, finalement, on est tous les mêmes. Ouais. On est tous à la ramasse sur des sujets assez identiques et que ça vient nous toucher. Les symboles de réussite, les symboles de paraître, les symboles de réussite, les symboles de paraître, on se les dit souvent, toi et moi. Par exemple, quand on regarde des biopics de grandes stars, de gens qui ont été des stars mondiales qui, du point de vue du regard de la société ou du monde, ont tout réussi. La notoriété, l'argent, le succès, les paillettes, les lumières, et que tu rentres un peu dans la vie de ces gens et que tu vois la souffrance, le manque de liberté, le manque d'intimité, les trahisons, la drogue, l'alcool et parfois une mort, j'allais dire... brutale. Brutale, souffrante, etc. Tu te dis, ah ouais, en fait, le véritable bonheur n'est pas là. Et voilà, chez certains d'entre nous, je pense que ça peut aussi nourrir une sorte de sentiment d'insatisfaction. Pour moi, le consentement, il va aussi avec une forme de contentement. C'est à quoi je donne mon consentement, ça vient me poser la question de quoi suis-je capable de me contenter. Et si j'apprends à me contenter du fait que j'ai choisi de marcher plutôt que d'avoir un jet privé, je caricature, mais je vais évidemment vivre ma vie d'une façon complètement différente. Et moi, l'insatisfaction, c'est vraiment quelque chose avec quoi j'ai eu à batailler pendant très très longtemps. Alors pas forcément un sentiment d'insatisfaction sur des choses à avoir ou des choses à paraître, mais une insatisfaction en termes de qui suis-je dans mon vécu émotionnel. J'aimerais me sentir différent dans mes émotions. Et je vois ces gens comme Jacqueline, il y a de la joie, ça pétille, machin, etc. Et il m'arrive de me comparer en me disant, oh là là, mais moi je suis pas comme Jacqueline, quoi. Moi je suis pas comme ça, quoi. Moi j'arrive pas. C'est pas moi. Ça doit être tellement bien, d'une certaine façon. Et donc l'insatisfaction, elle peut aussi se jouer à ce niveau-là. Qui suis-je en termes de personnalité, en termes de caractère, comment j'aimerais être différent. Je suis de nature plutôt introvertie, j'aimerais être de nature plutôt extravertie, ou l'inverse. J'ai de la facilité à être en contact avec les gens, où je préfère être dans ma grotte, ou l'inverse, etc., etc. Et cette insatisfaction, eh bien, elle vient là aussi créer quelque chose qui ne favorise pas l'estime de soi, la bonne estime de soi, et le fait de construire la confiance en soi, parce qu'il y a cette comparaison constante qui est là, et puis une forme d'ingratitude vis-à-vis de qui je suis. Oui, ma préférence, c'est l'introversion, et c'est comme ça, c'est une qualité, finalement. Et pour d'autres, la préférence, c'est l'extraversion, c'est aussi une qualité. Et on a les défauts de nos qualités et les qualités de nos défauts, voilà. Donc ça demande au fait un travail d'acceptation qui nécessite de laisser tomber le fait de vouloir être quelqu'un de différent de qui on est, de vouloir faire quelque chose de différent de ce qu'on fait, et de vouloir avoir des choses finalement différentes de ce qu'on a déjà. Voilà, c'est un vrai travail de fond. En effet.
Peut-être quelques pistes. Oui. Une que j'aime bien, c'est vraiment s'encourager soi-même à définir le succès. Selon ses propres termes d'ailleurs, et pas selon les termes voulus par la société, proposés par le dictionnaire, enfin toutes ces choses-là, mais vraiment définir le succès selon ses propres termes, parce que finalement, mon succès, selon mes valeurs, selon mes propres termes, n'est pas égal à ta version du succès. Et finalement, je suis unique comme tu es unique, et c'est ce vers quoi j'ai envie d'aller aussi, le fait de rester ancré dans qui je suis et pas forcément de me faire tout le temps grignoter, happer par l'extérieur parce que quelque chose de moi me dit que j'ai de la valeur et que j'ai envie de la garder et pas de la laisser s'en aller. Donc vraiment de définir le succès selon mes propres termes, voilà. Et vraiment indépendamment des critères extérieurs. Alors c'est là où je trouve que c'est pas simple, parce que je réalise que les critères extérieurs, ils sont quand même, ils me conditionnent aussi dans ma perception. Bien sûr. C'est clair, bien sûr. Et donc comment finalement je peux accepter qu'il y ait des critères extérieurs qui aient percuté dans ma vie et qui aient fait un certain nombre de choses dans mes propres perceptions et à la fois dépasser ça. C'est comme si j'accepte qu'il y avait un panneau publicitaire, mais que, en fait, ma route, elle est derrière le panneau publicitaire. C'est-à-dire que je l'ai vu, que il s'est passé un certain nombre de choses face au panneau publicitaire où je dis waouh, trop bien, là, là. Puis que je me dis, ok, mais je passe derrière et je trace ma route. Ouais, la définition personnelle du succès ou de la réussite. Une vraie question aussi qui m'a habité pendant longtemps et à laquelle, à ce stade, je n'ai pas trouvé de meilleure réponse que celle-ci. Pour moi, le succès, c'est grandir. Pour moi, le succès, c'est l'épanouissement. C'est comment je m'épanouis. Si je regarde finalement la nature et que je vais tirer mes leçons dans la nature, finalement, le succès, c'est grandir. C'est réussir à se frayer un chemin là où l'environnement ne me permet pas peut-être de le faire. Tu vois, d'une certaine façon. Là, je regarde par la fenêtre et j'ai une vue sur cette magnifique forêt ardéchoise. Et pour moi, l'un des symboles les plus incroyables de ce que c'est que grandir, c'est-à-dire avoir du succès dans le fait de grandir, c'est les arbres. C'est un être extraordinaire, un arbre. Un arbre, c'est un être qui va pousser à l'endroit où la graine est tombée, qui va rester là pendant toute son existence, et qui va tirer en fait de son environnement sans jamais bouger de cet endroit-là tout ce dont il a besoin pour pouvoir grandir et pour pouvoir se reproduire. Et paradoxalement, ça se fait, on le sait aujourd'hui, en collaboration avec tout un environnement, avec les autres arbres qui sont là, avec les arbustes, avec le mycélium, avec les champignons, avec voilà, toute une vie racinaire aussi qui va se faire. On dit que pour certains arbres, la taille des racines est 2 fois supérieure à celle de l'arbre. Donc il y a un monde invisible, souterrain, qui est beaucoup plus grand que ce qui est visible. Donc ça me parle de ça aussi. Le paraître, l'arbre peut être très beau dans son paraître, mais il y a peut-être quelque chose d'encore plus beau dans tout ce qu'on ne voit pas, dans les racines qui ont plongé en fait dans la terre. Donc pour moi, ma définition personnelle du succès aujourd'hui, de la réussite, c'est avoir du succès dans sa vie ou réussir dans ma vie, c'est grandir. Et à partir du moment où grandir, ça veut dire quoi ? Grandir, ça veut dire du mieux que possible tirer les leçons, des apprentissages au fur et à mesure de ma vie qui passe, de toutes ces circonstances au travers desquelles je passe. Et ces circonstances sont uniques, parce que même si toi et moi, on vit les mêmes circonstances extérieurement, nous allons les vivre intérieurement de façon complètement différente, et peut-être même en tirer des leçons différentes. Et donc si j'apprends à tirer des leçons de mes circonstances, de mon vécu extérieur et aussi de mon vécu intérieur, qui vont me permettre ensuite de me sentir peut-être plus serein, plus en paix, alors il y a quelque chose en moi qui grandit. Et comme il y a quelque chose en moi qui grandit, je réussis, je suis dans le succès. Une autre piste, c'est de pratiquer la gratitude au quotidien.
Voilà, pour ses propres accomplissements, puis ses qualités uniques. Et une des pistes que je trouve sympa et assez simple finalement, c'est de se demander, soit chaque matin, soit chaque soir, choisir un moment dans la journée, et puis de se dire peut-être, voilà, pourquoi j'ai de la gratitude pour ce que j'ai fait, mais aussi pour ce que j'ai été, ou de se poser simplement la question, aujourd'hui, c'est quoi ma qualité unique qui a brillé ? Et des qualités, on en a plein. Mais de se poser la question, en fait, ok, c'est quoi la qualité unique qui a brillé aujourd'hui pour moi, ou qui m'a enveloppée, qui m'a fait du bien, avec laquelle j'ai été raccord, avec laquelle je me suis sentie alignée. Après, on peut décliner ça de toutes sortes de façons. C'est permettre d'avoir de la gratitude pour quelque chose qui nous fait du bien. Et de renforcer notre estime de soi. Absolument. Une autre piste, c'est celebrate. Celebration. C'est ça. La célébration des victoires, des petites victoires, des petits accomplissements. Et j'utilise vraiment à dessein le mot petit, parce que il y a l'idée finalement de souligner la reconnaissance, l'importance de reconnaître et de célébrer ses propres progrès personnels, cette croissance dont je parle. Peu importe la taille. Si aujourd'hui j'ai été marcher 1 heure alors que ça n'est pas quelque chose d'habituel, je peux célébrer cette petite victoire. Si aujourd'hui j'ai terminé un livre que j'ai commencé il y a 1 semaine ou il y a 1 mois, c'est une petite victoire. Si toi et moi, aujourd'hui, on fait un podcast alors qu'on est dans un état de fatigue assez considérable et qu'on arrive au bout, c'est une petite victoire. C'est ça. Donc comment est-ce que je reconnais finalement toutes ces petites victoires du quotidien qui sont là et qui font que j'avance finalement dans ma vie chaque jour avec des accomplissements qui sont pas forcément j'ai changé le monde en créant une ONG internationale, j'ai sauvé le monde en évitant l'explosion d'une bombe atomique avec ma cape de super-héros, etc., etc. Tous ces petits accomplissements. J'ai rendu service à quelqu'un qui en avait besoin. Hier, j'ai eu un tout petit accomplissement. Je te l'ai dit d'ailleurs, c'était rigolo. On était dans un embouteillage en arrivant sur Aubenas. Et il y avait des voitures qui étaient sur la droite qui sortaient d'une petite zone commerciale. Et il y avait une file de bagnoles qui était là. Et devant moi, il y a 6, 7, 8 voitures qui passent sans s'arrêter. Et j'arrive en fait à cet endroit-là, je m'arrête et je laisse passer la petite voiture qui est là. Et puis j'avance derrière elle. La voiture derrière moi a fait la même chose. Et j'ai vu dans mon rétroviseur que celle d'après a fait la même chose, et ainsi de suite. Et je te l'ai dit, tu te rappelles ? Ouais. Et je t'ai dit, tu vois, il suffit qu'il y ait une personne, en fait, qui fasse un petit geste pour que ça fasse comme des petits ronds dans l'eau. Ça fait des petits ricochets, finalement, de civisme, finalement, à ce moment-là. Et ça a permis de débloquer, en fait, une situation. Pour moi, ça a été une petite victoire. Voilà, c'est de ce genre de choses-là, dont je parle quand je parle de célébrer les petites victoires. Et puis une autre piste que je trouve vraiment intéressante aussi, c'est de choisir ces réseaux sociaux de manière consciente. Instagram, Facebook, Twitter, Snap, enfin voilà. Tous ces réseaux sociaux, on a le choix de ce qu'on accepte ou ce à quoi on donne notre consentement pour être finalement perturbé, dérouté de la propre route qu'on se trace. Et je sais que, en tout cas, j'ai toujours été surprise par le choix de mes filles qui sont, qui ont 20 et 22 ans. Puis a priori, je me dis, alors elles sont encore plus prises dans le truc de la comparaison avec tout ce à quoi elles ont accès. Et pourtant, non, elles font des choix conscients de suivre certaines personnes sur les réseaux. Et elles me disent, en fait, ces gens-là ont réussi parce que concrètement, ils sont comme nous, ils nous ressemblent et ça nous fait du bien de se sentir moins seuls. Alors ça veut pas dire qu'on n'est pas dans la comparaison, ça veut pas dire qu'on n'en souffre pas, mais en tout cas, il y a moyen vraiment de choisir consciemment ce qu'on suit. Est-ce qu'on ne suit pas ? Réseaux sociaux conscients, ça c'est un truc qu'il faut qu'on développe, toi et moi, Jacqueline. Ouais, d'accord. 3 exercices qu'on va vous proposer pour terminer. Le premier exercice, c'est de vous lancer un petit défi, 7 jours sans comparaison. Alors l'idée, c'est de prendre conscience si c'est votre cas, de l'impact négatif de la comparaison sur votre bien-être et de travailler à réduire ce comportement pendant 7 jours. Alors, c'est très simple en termes de déroulé. Pendant 7 jours, vous engagez
avec vous-même à ne pas vous comparer aux autres. Et chaque fois que vous remarquez une pensée de comparaison, une pensée comparative, vous la notez dans un petit carnet que vous avez sur vous et vous la remplacez par une affirmation positive pour vous-même. Par exemple, vous dites, ben voilà, je n'ai pas une aussi grosse voiture que Valérie. Vous notez ça. Et puis, dans votre carnet, vous allez noter quelque chose de positif sur vous-même. J'ai exactement le véhicule dont j'ai besoin, par exemple. Faites ça pendant 7 jours et vous nous en direz des nouvelles. Oui, et ça peut être sur des choses toutes simples, vraiment. Après, je me questionne sur est-ce que c'est facile de percevoir quand on est dans la comparaison? Alors ça demande, je pense, un travail... Je pense que ça demande quand même un petit travail. Bien sûr, mais justement, l'idée de ce défi et d'avoir le carnet, c'est d'orienter, c'est d'avoir l'intention, tout est toujours une question d'intention. J'ai l'intention, pendant 7 jours, de traquer mes pensées comparatives. Et si j'entre dans ma journée avec cette intention-là, alors peut-être que je ne vais pas toutes les percevoir, mais certainement j'aurai conscience de celles qui sont là. Ouais, en effet. Un deuxième exercice qu'on peut vous proposer, c'est de faire une carte de voyage personnelle. Et là, vous pouvez, si vous avez Faites-vous envie... plaise. Faites-vous plaise, exactement. L'idée, c'est vraiment de reconnaître et de célébrer votre parcours unique, en fait. Singulier, comme singulier. tu dirais. Ouais, j'adore, singulier. En soulignant vos expériences, les défis que vous avez surmontés, et puis tout ce qui vous a fait croître personnellement. Donc le déroulé, c'est sur une grande feuille de papier, de dessiner une carte qui représente votre parcours de vie. Alors ça peut être une ligne, mais ça peut aussi être vraiment une carte. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. D'utiliser des symboles, des couleurs, des mots pour marquer en fait les moments clés des réalisations et de ce que vous avez appris dans les moments où vous avez eu l'impression que vous n'étiez pas en référence à de la comparaison. Alors ça, je trouve que ça demande aussi une petite gymnastique, mais il n'empêche que c'est un exercice vraiment intéressant. Ouais, l'idée, c'est ça, que la carte, finalement, à un moment, reflète toutes les étapes de votre croissance personnelle, de votre développement personnel jusqu'ici, parce que vous avez réalisé des choses que personne d'autre n'a réalisées dans votre vie. Vous avez accompli des choses que personne n'a accomplies dans votre vie. Et vous avez été quelqu'un d'unique et de singulier. Merci. Et pour reprendre l'exemple de l'image que je partage sur Facebook, personne... comment je pourrais dire ça autrement ? Je vais dire les choses autrement. Pour reprendre l'idée de cette image où le marcheur se compare au cycliste, le cycliste à l'automobiliste, etc., il y a déjà aujourd'hui quelqu'un qui rêve d'avoir la vie que vous avez. Aujourd'hui, oui. Quelle que soit la vie que vous avez, quelqu'un dans le monde rêve d'avoir la vie que vous avez. Donc vous avez déjà accompli un certain nombre de choses et cet exercice de la carte de voyage personnelle peut vraiment vous aider à visualiser ça et à apprécier votre propre histoire et comment vous avez grandi en fait jusqu'à ici. Et puis le dernier exercice qu'on peut vous proposer, c'est les rituels. Vous savez qu'on aime énormément les rituels. Avec Jacqueline, un rituel de célébration finalement de vous-même. L'objectif, c'est de vous créer un rituel quotidien pour célébrer vos qualités uniques, vos succès personnels, pour renforcer votre estime de vous, votre amour-propre, en réduisant finalement le besoin de vous comparer aux autres. Alors c'est très simple. Chaque soir, à la fin de votre journée, vous prenez un moment pour vous célébrer vous-même. Ça peut être en allumant une bougie, ça peut être en passant un morceau de musique que vous aimez, qui vous inspire, et en dansant dans votre salon. Quelque chose qui vous rend heureux. Ça peut être en prenant quelques instants pour réfléchir à une qualité que vous aimez en vous, à quelque chose de positif que vous avez accompli dans la journée. Vous pouvez aussi le noter, bien sûr, dans un journal dédié à ce rituel, ou simplement le reconnaître mentalement. Et l'idée, c'est de terminer chacune de vos journées sur une note positive, une note de gratitude, de reconnaissance envers vous-même pour la belle personne que vous êtes. Parce que, je le crois de tout mon cœur, vous êtes une belle personne. Et ça vous permet de renforcer votre sentiment de valeur personnelle, indépendamment des autres. Et donc, du coup, vous allez pouvoir tracer votre route avec plus de confiance en vous, plus d'estime de vous. Et ça, c'était quand même la chose la plus importante qu'on avait envie de vous partager aujourd'hui. C'est ça. Nous voilà à la fin de ce podcast.
J'ai l'impression que toi et moi, en fait, on pourrait discuter encore longtemps. Mhm. Et à chaque fois, ce que je trouve miraculeux dans cette petite histoire, dans cette histoire de podcast de toi et moi, c'est que j'apprends à te connaître, en fait. Jour après jour, podcast après podcast, je découvre des parts de toi que je connaissais pas. Et c'est sans doute réciproque, des manières de voir le monde. Et c'est, enfin voilà, je trouve que là, on va célébrer le cadeau qu'on se fait de cet espace de dialogue et de découverte et de discussion. C'est ça. Alors on espère que vous kiffez autant que nous, parce que nous on kiffe vraiment. Si vous avez apprécié ce podcast, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Et puis, s'il vous plaît, prenez quelques instants pour laisser un commentaire, une évaluation. Là où vous écoutez le podcast, peut-être sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast. Vos commentaires sont précieux, ils permettent aux plateformes de valider que ce qu'on partage est utile, en tout cas, et pas complètement à l'ouest. On va continuer de vous partager avec authenticité, simplicité et bonne humeur ces discussions entre Jacqueline et moi. Abonnez-vous. Faites connaître le podcast autour de vous, ça nous aide aussi à nous sentir un petit peu moins seuls, parce que là, on est tous les deux à discuter. Et puis ensuite... On n'a pas grande idée, en fait, de ce qui se passe après. C'est ça. Donc, un commentaire de votre part est bienvenu. C'est ça. Et pour ceux qui, comme moi, sont comme moi, avec l'idée de dire « Ah non, mais bon, c'est bon, encore une évaluation de plus, et blablabla », moi, j'ai appris à mettre des notes. J'ai appris, tu vois, par exemple, sur Airbnb, à mettre un commentaire quand on va dans un lieu. Et vraiment à prendre le temps. Et j'ai réalisé que de prendre ce petit temps-là, c'est aussi offrir en fait de la gratitude pour le lieu qui nous a accueillis, mais au-delà de lieu, pour les gens qui l'ont créé. Enfin voilà, et je trouve que c'est précieux. Finalement, c'est aussi faire partie d'un cycle où on pose des choses de l'ordre de la gratitude, et d'offrir de la gratitude dans ces moments-là permet aussi de refaire le tour vers soi. Votre trajet, ton trajet, toi qui nous écoutes, vers l'auto-acceptation, la célébration de ta singularité, ton individualité est vraiment quelque chose d'important pour nous, d'essentiel pour nous. Tu peux aussi partager ton expérience, tes réflexions en laissant un message sur jeanmarcterrel.com/podcast et on préparera un épisode pour répondre aux questions qui nous ont été posées à Jacqueline et à moi dans les temps qui viennent. Et on adore être inspiré par vos questions, donc lâchez-vous. Belle fin de journée à vous, que vous soyez, et à bientôt. Bye bye.